Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans ce point lecture du mois de septembre 2021. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter beaucoup de livres puisqu'en septembre, j'ai dévoré pas mal de choses. Pas beaucoup de romans, je vous rassure, j'étais très prise par les cours, évidemment. Mais cela fait quand même beaucoup de livres, j'ai lu un total de 21 livres. Vous allez voir, il y a beaucoup d'albums. D'ailleurs, je pourrais pas tous vous les présenter puisque bon nombre d'entre eux étaient empruntés à la médiathèque. Et comme je ne les ai pas sous les mains, ça ne me semble pas spécialement pertinent de vous en parler. Bref, d'après Livre Addict, d'ailleurs si vous voulez me rejoindre, vous pourrez suivre l'évolution de ma bibliothèque, de mes lectures en temps direct parce que à chaque fois que j'en parle sur Instagram et sur YouTube, c'est toujours en décalé. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, le lien est en barre d'infos. D'après Livre Addict, j'ai lu environ 3700 pages. Alors, ce n'est qu'un chiffre, bien sûr, mais c'est simplement pour dire que les 21 livres que j'ai lus, ce ne sont clairement pas 21 romans de 500 pages, enfin, je pense que vous en doutez. Mais bon, c'est juste pour avoir un petit rapport d'idées. Je pense que dans les prochains points de lecture, ce chiffre évoluera beaucoup. On passe tout de suite au point de lecture parce qu'il va être sacrément long si je continue à parler autant maintenant. Pour la présentation, je ne vais pas présenter les livres dans l'ordre dans lequel je les lus, je vais aller de la moins bonne lecture, même si techniquement ce sont aussi de très bonnes lectures, jusqu'à mes plus gros coups de cœur. Bien évidemment, je préciserai si c'est vraiment une déception, mais pour la plupart des livres ce n'est pas le cas. J'ai vraiment beaucoup aimé toutes mes découvertes du mois. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit d'une BD publiée dans la collection Métamorphose. Elle s'intitule Chemin perdu et c'est de Amélie Fléchet. Alors, je présente ce livre en tout premier puisque je ne l'ai pas lu exactement au bon moment. C'est un livre absolument parfait pour l'automne. C'est un livre que je vous recommande d'ailleurs de découvrir pour l'automne parce que les illustrations font beaucoup penser à cette saison, que ce soit tant dans les coloris que dans la douceur des traits. Et je suis quelque peu passée à côté puisque je l'ai lu un petit peu en vitesse. Je n'ai pas pris le temps de me poser pour découvrir et apprécier les beaux graphismes de Amélie Fléchet. Parce que là, à l'instant, en le refeuilletant, je me suis rendu compte à quel point il était beau, donc je l'ai mis à la fin, mais bon, à nuancer. Dans ce livre, on va suivre trois personnages. Il y a Elliot, Charlie et Arthur. Ils sont tous les trois munis d'une carte, et ces trois personnages, eh bien, ils participent à une chasse au trésor organisée par le Camp du Bonheur. Seulement, tout ne va pas se passer comme prévu. L'un des personnages va prendre le pas sur les autres et va les entraîner au sein de la forêt, et ils vont se perdre et faire d'étonnantes rencontres. Est-ce bien normal, ce renard en redingote, ces porte-épics danseurs ou cet ogre branchu menaçant, ou donc cet étonnant jeu de pistes les mènera-t-il? Alors c'est une BD qui est vraiment très sympa, on sent que toute l'histoire est concentrée ici et qu'il a fallu tout faire rentrer. L'intérêt particulier c'est la graphie de Amélie Fléchet et surtout la mise en page parce que il y a une alternance très marquante entre les planches colorées, les planches dessinées qui sont comme réalisées au feutre noir, assez simples mais en même temps riches par leurs traits, donc c'est très riche. La couverture atteste déjà d'un style graphique très tranché et pour ma part en fait c'est simplement l'histoire qui ne m'a pas portée de A à Z. Je me suis pas spécialement attachée au personnage bien que l'un d'eux est absolument adorable. Celui-là, je ne sais plus son prénom mais... oh, trop mimi. Et pour ce qui est de la magie qui se déroule dans l'histoire en elle-même, eh bien c'est la magie de la forêt et j'aurais vraiment apprécié le lire posé avec un bruit de pluie ou alors vraiment dans un mood automnal. J'ai lu un petit peu trop tôt dans la saison mais c'est une très belle découverte malgré tout. On poursuit cette fois-ci avec une déception. Alors une déception non pas parce que le livre est mauvais, mais simplement parce que je n'ai pas du tout accroché au personnage principal et évidemment lorsque l'on n'accroche pas au personnage principal et que l'on le suit tout le long du roman, c'est difficile d'accepter tous ses choix. Le livre en question, eh bien il est parfait pour Halloween, il est parfait pour cette saison un petit peu horrifique. Il s'agit de The Last One to Die de Cynthia Murphy et c'est publié aux éditions Slalom. Ce livre, je vous en ai déjà parlé sur Instagram et c'était l'un de mes seuls avis négatifs récents. Vraiment, je n'ai pas accroché, malheureusement. Dans ce livre, nous suivons Niam, elle a 17 ans et elle va se rendre à Londres à l'occasion d'un stage poussé de théâtre. C'est sa passion, c'est ce qu'elle veut faire plus tard. Et elle a mis littéralement toutes ses économies dans ce voyage, dans ce cursus pour lequel elle a été sélectionnée. Et la jeune fille, en fait, plus rien ne l'arrête. Très clairement, elle veut assister à ses cours de théâtre, malgré le fait qu'elle va découvrir que quelqu'un en a après elle. Tout lui semblait parfait, elle pensait que Londres allait être une ville accueillante, vibrante d'énergie, seulement ce n'est pas exactement le Londres qu'elle va découvrir. Elle va découvrir une ville plutôt glaçante avec une ambiance carrément stressante parce que si vous aimez les romans avec des ambiances particulières, celui-ci il est fait pour vous parce que on est dans le genre horrifique, mais horrifique un petit peu psychologique. On a peur pour le personnage principal H24 et du coup on n'accepte pas ses choix parce qu'elle se met tout le temps en danger, mais c'est presque involontaire, du coup c'est déstabilisant. En fait, autour d'elle, de nombreuses jeunes filles qui semblent correspondre à son apparence, mais aussi qui ont son âge, eh bien se font agresser, voire même
tuer. Et la jeune fille, elle ne veut pas partir, malgré le fait que toutes ces attaques semblent la viser elle au final. Elle ne veut pas quitter ce cours de théâtre, elle ne veut pas abandonner, elle a mis trop d'énergie pour pouvoir y parvenir. Et du coup, elle va faire face à l'horreur, à une horreur liée au fantastique, à une horreur liée aux fantômes, aux revenants. Bref, l'idée est vraiment très intelligente, l'ambiance est parfaitement réalisée, on se retrouve vraiment englobé dans cette horreur, cette... je ne sais pas comment dire, vraiment on est plongé au sein du théâtre, mais un théâtre horrifique qui se déroule tout le long du roman. Seulement pour moi, ce qui ne l'a pas fait, c'est le déroulement de l'histoire et le personnage principal qui n'est pas totalement crédible. Mis à part ça, c'est une lecture avec une atmosphère si forte que franchement ça vaut le détour. J'ai beaucoup aimé le dénouement, même s'il est un petit peu rapide, mais ça reste tout de même une bonne découverte, même si c'est une déception. Une déception simplement parce que j'en attendais beaucoup vu que le résumé et l'idée de départ sont absolument géniaux. Le prochain livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un manga. C'est le premier de cette vidéo, il va y en avoir d'autres parce que j'ai lu beaucoup de mangas. Et c'est un manga dont on entend très peu parler et qui pourtant tire carrément son épingle du jeu, c'est se détacher de toutes les histoires du côté de ce rayon de la librairie que j'ai eu l'occasion de découvrir. Le manga en question, il s'agit de Tempête de cristal de Aki Aoi et c'est publié aux éditions Komiku. Pour faire simple, dans ce manga, on se retrouve dans un monde où des tempêtes de sable argenté régissent les vies des hommes. Ces tempêtes de sable, lorsqu'elles passent sur un paysage, eh bien, elles le figent, mais surtout elles le cristallisent de façon toute petite. Elles le rapetissent. Ouais, rapetissent. Bref, les paysages deviennent tout petits et cristallisés et ils sont figés à tout jamais. Les paysages que l'on retrouve alors dans ces cristaux, eh bien ils sont nommés des fragments. Le personnage principal que l'on va suivre, c'est une jeune femme qui aspire à devenir une artisan renommée dans la sculpture de ces fragments, donc elle travaille ces fragments pour les embellir et les revendre à prix d'or. Seulement un jour elle sort de la ville pour faire des livraisons et une tempête de sable argenté attaque son village. Alors évidemment vous en doutez, tout ce qu'elle possédait lui est arraché, elle n'a plus rien et elle ne retrouve plus personne derrière elle. Tous ceux à qui elle tenait, eh bien, ils ont disparu. Mais dans son malheur, elle va faire la rencontre d'un mystérieux jeune homme avec qui elle va embarquer pour un voyage fantastique plein de poésie. Alors ce manga c'est une très belle découverte, il me semble même que c'est une trilogie donc c'est encore mieux puisque je sais que je vais pouvoir aller jusqu'au bout de cette histoire. C'est une très belle découverte pour l'idée de l'histoire, l'idée de la narration, c'est vraiment très pertinent, très prenant. Il y a plusieurs intrigues qui se mêlent mais qui tournent toujours autour du personnage principal et de cette idée de cristal, de paysage fragmenté. Seulement, un petit truc qui m'a un petit peu dérangée, ce sont les graphismes. Je ne suis pas une très grande fan des graphismes vraiment type manga, donc c'est-à-dire des grands yeux, des nez très courbés, pointus, et pour le coup, on est totalement dedans, même si la couverture ne le révèle pas vraiment. L'intérieur est beaucoup plus marqué, alors ça n'empêche pas la qualité du manga, mais simplement moi personnellement, j'ai eu du mal à accrocher au visage des personnages et des fois même à les identifier, donc ça peut sembler bête, mais des fois ça arrache un coup de cœur parce que ce manga-ci aurait pu en être un. Les deux prochains livres que je vais vous présenter sont dédicacés, donc vraiment je les aime beaucoup. Rien que pour ça. Le premier, il s'agit de Rosy Pink de Didier Lévy et Lisa Zordan, c'est publié aux éditions Sarbacane. Et attention, voici la dédicace, c'est absolument adorable. Bref, je suis pas là pour vous montrer, si je suis là pour vous montrer les talents des illustrateurs, c'est ce que j'allais dire mais dans l'autre sens. Bref. Dans ce livre, nous allons suivre un père et sa fille, un père qui est fan des roses, qui les cultive et qui a la plus belle roseraie. Tout le monde vient la voir, vient la visiter parce qu'il n'y a pas une seule pousse de mauvaises herbes, il n'y a pas un brin de rose qui dépasse des parterres. C'est magnifique mais très contrôlé. Un jour sa fille, eh bien, elle décide de faire son propre petit carré de jardin, au fond, tout au fond du jardin, très loin de la roseraie de son père, et elle le fait à partir de mauvaises herbes. Et au fur et à mesure, eh bien, les mauvaises herbes vont prendre beaucoup de place, vont grandir et vont s'épanouir, et au milieu de toutes ces mauvaises herbes, une magnifique rose va pousser. Alors là, son père, il va se poser beaucoup de questions quant à ces roses qui étaient déjà magnifiques, mais qui ne peuvent même pas rivaliser avec celle de sa fille qui, malgré tout, a poussé au milieu de mauvaises herbes et surtout, elle n'a jamais planté de graines de rose puisque la jeune fille veut construire un jardin à partir de mauvaises herbes. On s'ensuit une très belle histoire, un échange entre un père et sa fille et deux passionnés surtout. Les illustrations sont colorées, très belles et bien que je n'ai pas aimé toutes les pages, toutes les mises en page parce qu'il y a beaucoup de... Je vais vous montrer. C'est beau hein, mais c'est simplement moi personnellement je ne suis pas fan. Je suis beaucoup critique dans cet avis lecture, normalement j'adore tout, mais là en ce moment j'aime bien trouver des petites choses qui me dérangent. Personnellement je suis pas fan de ces mises en page où la narration correspond exactement au texte, j'aime beaucoup plus ce qui est fait dans l'album, donc je peux vous le montrer. Des mises en page complètes comme celle-ci. Je trouve ça beaucoup plus poétique, plus immersif évidemment, c'est le but, et voilà. Très beau travail d'illustration, une histoire très touchante, très belle, c'est simple, ça reste un album jeunesse,
Mais qu'est-ce que c'est beau! Le prochain livre que je vais vous présenter, il s'agit d'une BD que j'ai découvert à l'occasion de la sortie du 6e tome de sa saga. C'est le premier tome de Le Château des Étoiles de Alex Alice, donc il s'intitule 1869, la conquête de l'espace, volume 1, c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Et quelle épopée! Ce livre est absolument fantastique puisqu'il s'inscrit dans un contexte historique très très fort, mais en même temps, il parvient à s'en détacher pour offrir une alternative où, bien évidemment, la conquête de l'espace est une question clé. C'est super intéressant, les graphismes sont époustouflants et franchement c'était absolument magnifique. Vraiment, j'en ai même pas les mots tant j'ai adoré. Pourquoi je le place ici dans ce point lecture? Parce que ce n'est qu'une introduction à la saga, même s'il se passe déjà beaucoup de choses, il y a plein de scènes épiques dans ce premier tome. Et bien j'attends de voir la suite pour savoir si oui ou non cette saga se rapproche d'un coup de cœur. Je vais vous montrer la dédicace parce qu'elle est fabuleuse, ici aussi. Je pense que je serai obligée de vous faire un close-up sinon vous allez rien voir, mais c'est trop beau. C'est la petite soubrette, la petite femme de chambre quoi. J'explique très mal. Ce qui m'a passionnée dans cet album, c'est le caractère d'explorateur, le caractère d'ingénieur. Les personnages sont super ingénieux, super intelligents et ils cherchent toujours à repousser les limites, même au péril de leur vie. Il y a toute une envergure politique autour de l'histoire. Bien évidemment, ça ne reflète pas exactement ce qui s'est passé dans le contexte dans lequel on se trouve. C'est vraiment passionnant à suivre. Je l'ai découvert à l'occasion d'une rencontre avec Alex Alice, mais aussi avec Alain Hérol et Étienne Joux, qui sont les auteurs de Les Chimères de Vénus. Donc c'est un récit parallèle à cette histoire-là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le découvrir, je vais découvrir toute cette saga. Et ensuite je me pencherai sur Les Chimères de Vénus, mais j'ai vraiment très hâte de découvrir cette saga parallèle. Bref, il y a eu un petit spectacle, une petite mise en scène pour parler avec beaucoup d'intérêt de la saga, de l'univers, comme si on était plongé dedans, comme si on assistait à une exposition universelle. Et en fait, ça m'a pris de passion pour l'univers de ces auteurs. Enfin, vraiment, lorsqu'on entend un auteur parler de son livre, souvent on l'apprécie d'autant plus lorsqu'on le lit parce qu'on sait apprécier la personnalité de l'auteur qui se ressent dans le livre et perso j'ai trouvé ça fantastique. Donc voilà, une très très belle découverte, mais ça reste un tome 1 assez introductif et je vais pas vous mentir, je l'ai lu précipitamment parce que je l'ai acheté le matin pour la rencontre qui était le soir même, donc je n'ai pas eu le temps de le lire en entier et du coup j'ai dû le couper pour la rencontre durant laquelle j'ai entendu des spoils de la suite. Enfin bref, un petit peu compliqué tout ça, mais du coup je suis presque passée à côté de ma lecture, mais j'ai tellement aimé les graphismes et l'inventivité que je vais assurément lire la suite très prochainement. D'ailleurs le tome 6 est dans ma palle parce que je l'ai eu lors de la rencontre, mais j'ai pas lu les autres tomes avant, donc il va falloir que je les achète. La prochaine BD dont je vais vous parler, je vous en ai déjà parlé sur YouTube. Il s'agit de 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé de Baptiste Boutier et Héloïse Chauchois. C'est publié chez Dargaud et Topo, donc si vous connaissez pas Topo, c'est la revue Topo, il me semble. Et je vous en ai parlé à l'occasion du 11 septembre où je vous recommandais 2 lectures, donc celle-ci ainsi que Le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum, publié chez Pocket Jeunesse. Du coup je vais pas vous refaire tout le speech, mais ce livre c'est une BD documentaire qui reprend des témoignages de personnes qui étaient dans les tours lorsque l'attentat est survenu, de personnes qui étaient hors des tours. On suit aussi les présidents, on suit toutes les répercussions qu'ont eu ces attentats sur notre monde aujourd'hui, sur toutes les politiques menées autour de la sécurité. Bref, c'est super passionnant. Les graphismes sont colorés, prenants, assez vifs. Du coup, il y a de quoi se laisser emporter et apprendre beaucoup grâce à cette BD parce que, bien évidemment, on a déjà vu des centaines de fois les images des tours jumelles qui s'effondrent. C'est terrible, mais c'est vrai, elles sont tout le temps présentées. Mais on ne sait pas tout ce qui a suivi, tout ce qui a entouré cet événement. Bien évidemment, on en a entendu parler dans des documentaires, mais là, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est un condensé de tous les sujets importants à aborder suite au 11 septembre. Cette fois-ci, on replonge dans le manga avec Le secret de Madoka de Deme Kingyo-bashi. C'est publié chez Akata, et là, on a affaire à une très très belle découverte, puisque c'est un manga qui aborde les stéréotypes mais plus particulièrement chez les enfants. Dedans, on fait la rencontre de Madoka qui est un petit garçon et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est s'habiller avec les vêtements confectionnés par sa sœur. Mais sa sœur ne confectionne pas des habits conventionnellement offerts à des garçons. Donc, il a eu beaucoup de problèmes, ce petit garçon, lorsqu'il était dans son école précédente. Mais suite à un déménagement, il décide qu'à l'école, il sera le parfait petit garçon, il ne mettra pas ces tenues-là, il ne sera pas efféminé, clairement. Seulement, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui, elle, n'est pas très à l'aise dans les stéréotypes, dans tout ce qu'on attend des filles, et elle va découvrir qui est vraiment Madoka et se lier d'amitié avec lui. C'est une très belle tranche de vie, c'est un manga en un tome, et franchement, j'ai adoré que ce soit les graphismes, l'histoire, le déroulé. Voilà, une très belle découverte qui questionne les normes avec justesse, et je trouve ça vraiment super que ce soit abordé à travers le regard innocent d'enfant, parce que, eh bien, pour ma part, à chaque fois qu'on me parle de normes,
d'identité, c'est toujours à travers des adolescents ou des adultes, et là pour le coup, que ce soit chez les plus jeunes, eh bien c'est plutôt marquant. Presque un coup de cœur, cette fois-ci je vais vous parler de Alma qui fait partie de la saison 1 de Punch, c'est publié aux éditions Kinaï, et là c'est un tout petit livre, une toute petite BD, mais qu'est-ce que c'est beau! On suit une petite fille qui pratique la magie, mais à force de vouloir trop bien faire, eh bien elle épuise sa magie en quelque sorte passion, et elle va réapprendre à aimer son pouvoir, à aimer ses qualités de dessinatrice, parce que là la magie se fait à partir de dessins. Je ne sais pas trop quoi en dire plus, si ce n'est que les graphismes offrent une ambiance chaleureuse, une ambiance au milieu des plantes avec des effets lumineux très beaux. C'est tout doux, tout simple, et si vous avez l'occasion de découvrir la saison 1 de Punch, ah je vous ai pas dit, celle-ci c'est de Justine Thibault, très talentueuse. Toutes les petites histoires sont sorties. Pour ma part, je n'ai eu l'occasion d'en découvrir que 2, donc celle-ci, Alma, et l'autre elle s'appelait Minimage, qui était absolument une petite perle aussi, une petite pépite. Donc j'ai hâte de découvrir les autres livres de cette collection. Mais si vous voulez mon avis, c'est vraiment un genre de lecture à découvrir, déjà parce que ça ne coûte pas cher et que ça permet de faire vivre une aventure sur un tout petit temps. Et pour ma part, j'adore les graphiques qui vont très vite à lire, dans lequel on se plonge directement dans le sujet, dans lequel on est directement immergé, et là c'est parfaitement le cas. On passe à un manga qui n'est pas pour tout public. Il s'agit de Mauvaises Herbes de Keigo Shinzo. C'est le premier tome, il me semble que le 4e tome est paru il y a pas très longtemps et c'est publié chez Le Lézard Noir. Alors c'est un manga qui se détache de tout ce que j'ai l'habitude de lire, déjà par son format, mais aussi par son traitement qui s'apparente vraiment à un traitement de BD, mais une BD croquée. Je sais pas si c'est clair. On va suivre 2 personnages. Tout d'abord un homme qui fait partie de la police et qui, lors d'une descente dans une maison close, va croiser le regard d'une jeune fille, je précise bien jeune fille, c'est une mineure, et va être complètement chamboulé. Ce lieutenant il s'appelle Yamada et la jeune fille que l'on va suivre c'est celle qui va croiser dans cette maison close, elle s'appelle Shiori et c'est une lycéenne fugueuse qui, vous l'aurez compris, a quelque chose de particulier. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la fille du lieutenant qui est décédée il y a de ça quelques années. Shiori est une jeune fille fugueuse qui tente de se débrouiller tant bien que mal en se réfugiant chez des hommes âgés qui l'accueillent en échange de toutes sortes de demandes plus abusives les unes que les autres. En fait cette jeune fille elle fuit tout simplement les coups de sa mère, elle fuit sa maison mais elle n'a littéralement nulle part où aller, personne de confiance, et sa rencontre avec Yamada au sein de ce drame, eh bien ça va peut-être tout changer. Je veux pas en dire trop même si j'en ai déjà dit beaucoup, mais c'est une très belle histoire, c'est vraiment touchant, très fort et assez dur à lire. En fait on sait lorsqu'on tourne les pages ce qui va se passer, on sait ce qu'elle va subir cette jeune fille, même si ce n'est pas dit, même si ce n'est pas dessiné, on le sait, c'est dur, mais c'est réaliste. C'est beau et c'est réaliste. Beau dans le sens où ce drame va certainement prendre fin dans la suite des tomes, en tout cas je l'espère, même si l'histoire, je le suppose, va se complexifier, bien qu'elle soit déjà très complexe. Là pour le coup c'est vraiment une super belle découverte, c'est quelque chose qui m'a complètement sorti de ma zone de confort. Je l'ai lu de A à Z sans pouvoir le lâcher, donc maintenant il me reste plus qu'à me procurer la suite parce que là, ça vaut le détour. D'ailleurs si vous êtes des adeptes du manga, vous connaissez certainement ce titre parce que c'est quelque chose, il me semble, de très connu. Moi je connaissais pas avant, maintenant je connais. Mais il me semble que c'est très connu. On poursuit avec quelques mangas, cette fois-ci il s'agit de la suite de A Sign of Affection de Sue Morishita, c'est publié aux éditions Akata, et là c'est le coup de cœur de l'année côté manga. C'est la découverte, le shoujo à lire, à mes yeux en tout cas, puisqu'il y est abordé avec justesse, en tout cas à mes yeux, la langue des signes et le rapport que les personnes sourdes ou muettes ont avec le monde extérieur, et cela à travers le personnage d'une jeune femme très touchante et plutôt réaliste, que ce soit dans ses inquiétudes, dans sa vie quotidienne. On n'a pas affaire à une héroïne vraiment surpuissante mentalement parlant, juste à une femme qui est telle qu'elle est. Alors bien sûr c'est un shoujo, donc il y a une romance qui se cache derrière toute cette histoire, et comme vous voyez sur la couverture, cette romance, c'est avec un jeune garçon qui lui, de son côté, est passionné par les langues, il parle de nombreuses langues étrangères et il adore voyager, et bien évidemment la langue des signes, eh bien ça va beaucoup l'intéresser, et peu à peu il va se lier à l'étudiante sourde qu'il a croisée presque par hasard. Bon là je vous ai fait un petit résumé du synopsis général du manga, je vais pas vous spoiler ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes en vous parlant du tome 3, mais sachez que si vous souhaitez découvrir les mangas avec quelque chose de très doux, de simple, mais en même temps qui apporte un beau message, que ce soit sur le handicap, sur la communication et sur le lien avec les autres, c'est une bonne saga pour débuter. Moi c'est un très gros coup de cœur, j'ai adoré les 3 premiers tomes, j'attends la suite avec tellement d'impatience, mais en même temps j'ai pas trop envie qu'elle arrive parce que, eh bien j'ai peur de lire la suite et d'être déçue ou quoi que ce soit, parce que franchement c'est une pépite pour le moment. Encore un manga, et on parle toujours passion, cette fois-ci c'est Passion pour la danse, avec En scène de Cuvi, c'est publié chez Kurokawa, et pour le moment je n'ai lu que le premier tome, mais qu'est-ce que c'était passionnant à lire. En fait on suit quelqu'un de passionné, enfin qui se découvre une passion, donc évidemment c'est passionnant à suivre. Je pense qu'on est beaucoup à être passionné lorsqu'on entend quelqu'un parler de sa passion. C'est un peu Inception le truc.
Dans ce manga, nous suivons Kanade qui va voir sa vie basculer le jour où elle va assister à un spectacle de danse, celui de sa voisine, et tellement elle est têtue, tellement elle est rentre dedans, et bien elle va décider du jour au lendemain qu'elle veut faire de la danse, qu'elle veut devenir aussi forte que sa voisine, mais ce rêve, eh bien il est pas si facile que ça à réaliser, tout le monde ne va pas être tendre avec elle, et surtout elle va devoir se donner à fond, vivre la danse, comprendre sa passion, comprendre la puissance de cet art, mais surtout s'entraîner et être sportivement parlant irréprochable. Elle va découvrir la compétitivité mais aussi l'entraide, et si vous avez pratiqué du sport en compétition, je pense que vous allez vraiment saisir ce qui se passe dans ce manga. Et si vous avez pratiqué de la danse, il faut vous jeter dessus parce que c'est très bien, je vais pas dire très bien renseigné parce qu'il n'y a pas énormément de références, mais c'est très bien expliqué, on comprend vraiment l'évolution du personnage, et moi qui n'ai pas fait de danse et qui n'y connais pas grand chose mais qui pourtant s'y intéresse, ben j'étais subjuguée. Et autre point important, certes c'est un manga, mais tous les dessins de position de danse et tout ne m'ont pas dérangé, parce qu'il y a des mangas où des fois lorsque les personnages font du sport on a l'impression qu'ils ont les bras cassés, genre comme ça. C'est très bizarre. Là pour le coup, il n'y a pas de position de mise en scène qui m'ont paru bizarres. Et on voit rien qu'à la couverture que le travail sur le corps est bien respecté. En tout cas je trouve que c'est bien respecté pour ma part. Encore un manga, je vous en ai déjà parlé aussi sur la chaîne. C'est un manga horrifique, je vous en ai parlé dans mes recommandations de lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que lorsque j'ai fait cette vidéo, je venais juste de le lire et j'avais adoré. J'ai toujours autant adoré, je suis toujours aussi marquée par cette lecture. Il s'agit de Censor de Junji Ito publié chez Mangestu. Et dans ce manga très noir, psychologique presque, et même horrifique, mais dans le sens... Il n'y a pas des scènes avec du sang, des gens éviscérés, même s'il y en a quelques-unes en vrai, si, il y en a quelques-unes. Mais c'est pas le principal, ici c'est plus la peur de l'infini, la peur de ce qui peut nous surpasser, ce qui peut surpasser l'homme, d'une énergie commune qui pourrait être partagé, enfin bref, assez flippant comme délire, assez secte, ça fait un peu secte, mais ce n'est pas le postulat de départ du manga. En fait on a affaire à plein de petites histoires qui semblent être rassemblées et qui tournent autour d'un seul et même personnage. Ce personnage elle s'appelle Kyoko Byakuya, et c'est lorsqu'elle randonne seule au pied du mont Sengoku qu'elle va avoir des tourbillons de filaments au reflet d'or qu'elle va se poser des questions, et elle va faire la rencontre d'un homme qui va la conduire à son village, et là elle va faire la rencontre de gens qui vouent un culte à l'ancien dieu Amagami. Et à partir de cette nuit-là, plus rien ne va aller pour la jeune femme. Enfin, plus rien ne va aller. Tout va être chamboulé, et toutes les petites histoires que l'on va suivre dans ce manga, même si elles ne semblent pas toutes reliées, le sont par ce personnage et par ses filaments et tout ce qui rayonne autour. Je pense que c'est un peu confus ce que j'ai raconté, mais c'est un manga qu'il faut lire pour comprendre l'expérience de lecture qu'il propose. Parce que c'est particulier, c'est horrifique sans être vraiment atroce à lire, parce que je ne supporte pas non plus les trucs complètement dingues. Et c'est très beau, graphiquement parlant. Ok, là on passe au top du top, au must-read, aux livres pour lesquels j'ai eu d'énormes coups de cœur, les livres qui ont marqué ma lecture en septembre et qui vont certainement marquer mon quotidien de lectrice dans le futur, parce que ça va certainement être des livres qui vont se retrouver dans mon top des meilleures lectures de l'année. Tout d'abord on a un manga que je m'attendais pas à apprécier autant, parce que je pensais que j'allais en rire de ce manga. En rire dans le sens, j'allais passer vraiment un bon moment et rigoler des scènes, de tout ce que j'allais découvrir, mais je pensais pas l'adorer et être aussi touchée. Franchement, ce manga il s'agit de Le chat qui rendait l'homme heureux, et inversement, c'est de Umi Sakurai, c'est publié chez Soleil Manga, et quelle pépite! C'est un premier tome dans lequel on va voir se créer un lien très fort entre un homme et un chat. Alors dit comme ça c'est très simple, mais toutes les scènes qui sont retranscrites sont tellement vraies. En fait on comprend vraiment l'émotion que ressent le personnage, et on a tellement envie que ce que pense le chat, parce que l'on peut suivre les émotions du chat, les ressentis du chat, soit ce que notre animal de compagnie vit. Franchement c'était si beau, j'ai tellement passé un bon moment de lecture, je l'ai lu de A à Z sans faire de pause, ce qui est rare avec les mangas en ce moment avec moi. Je les lis souvent entre deux petites activités et je lis quelques pages et je le reprends plus tard. Là pour le coup je l'ai commencé, impossible à lâcher. Je vais quand même un peu plus expliciter le résumé. Dans ce manga on suit Fuyuki Kanda qui est un homme seul et triste. Alors dit comme ça c'est terrible, mais c'est vraiment un personnage qui est seul et qui un jour il décide de se rendre dans une animalerie, et c'est là que le coup de foudre va avoir lieu. Il va faire la rencontre de Fukumaru. C'est un chat pas très beau, un peu gros, pâteau et malheureusement plus très jeune, donc évidemment il a très peu de chances de quitter l'animalerie puisqu'il y a toujours des chatons plus mignons autour de lui. Mais Fuyuki Kanda, et bien lui c'est ce chat qu'il veut. Fukumaru va être adopté par Fuyuki, donc cet homme seul et triste. Et là c'est le début de l'histoire, c'est le quotidien de ces deux êtres qui va être écrit entre ces pages. C'est très beau, c'est simple, franchement c'est simple, on n'a pas affaire à une aventure extraordinaire, c'est des petites choses du quotidien qui se déroulent, mais avec tellement de tendresse et d'amour que je suis tombée sous le charme de ce manga. J'attends déjà la suite avec impatience, et j'adore parce qu'en fait il a l'air tellement dur, tellement strict, tellement à dire oh non les animaux, non. Alors que dans le manga il est tellement adorable avec ce chat, genre
Oh, on poursuit avec une autre pépite, mais une pépite qui n'a pas fait l'unanimité sur la blogosphère littéraire malheureusement, mais pour moi, je sais pas, je suis carrément rentrée dedans et j'ai adoré ma lecture. Ce livre, il s'agit de L'Or de Alexandra Bracken, publié aux éditions des Axus. L'atmosphère, l'univers, il est décrit par la maison d'édition comme étant entre Hunger Games et Percy Jackson, et franchement, on y est, genre vraiment. On a affaire à un univers sanglant, mais pas trop, un petit peu fantastique, mais surtout plein de références mythologiques, et surtout c'est un thriller fantastique, contemporain, enfin bref, c'est un livre qui mélange les genres et qui sait se détacher de tout ce que j'ai l'habitude de lire, et qui m'a surtout fait replonger dans une période de nostalgie au moment où je lisais Hunger Games et Percy Jackson. C'était il y a de ça peut-être maintenant 10 ans, pas loin, mais ça fait du bien de se replonger dans des livres du même genre parce que c'est vraiment l'univers qui m'a fait plonger dans la lecture, et là, le retrouver dans l'or, bah ça fait plaisir. Alors je vais essayer de faire simple pour le résumer parce qu'il est extrêmement long, mais en même temps pour expliquer tout l'univers du livre, tout le fonctionnement, eh bien il faut parler longtemps, il faut dire beaucoup de choses. Donc dans ce livre, on se retrouve à New York de nos jours, et en fait, tous les 7 ans, les divinités de l'Olympe, sauf Zeus, descendent sur Terre et deviennent des êtres mortels, et ils sont pourchassés par des maisons, donc par des groupes de personnes, pour être assassinés. En fait, ces divinités, elles ont été punies par Zeus parce qu'elles ont voulu le renverser, et du coup celui-ci, bah voilà, pour les punir, il les fait descendre sur Terre et il les transforme en mortels. Et du coup tous les 7 ans a lieu l'Agon, c'est le nom de cette chasse, et pendant 7 jours les divinités font tout pour survivre. Bien évidemment, lorsqu'elles sont tuées par une maison, par une personne, eh bien il y a des conséquences. Déjà la divinité meurt, mais ses pouvoirs sont transférés à la personne qui l'a tuée, et il y a toute une histoire de dominance, de pouvoir, d'organisation de maison autour de ça. Et le personnage que l'on va rencontrer dans ce livre, elle s'appelle Melora, elle est surnommée L'Or, et elle fait partie d'une maison, d'une lignée qui a quasiment été exterminée. Elle est malheureusement pour elle la dernière. Depuis la mort brutale de quasiment l'entièreté de sa famille, eh bien L'Or, elle a décidé de quitter totalement cet univers, totalement l'Agon, et toutes les promesses de gloire éternelle qui lui étaient promises si elle parvenait elle-même à tuer un dieu. Elle a aussi écarté l'idée de vengeance qu'elle cultivait contre le dieu qui a assassiné sa famille. Donc c'est un personnage très fort mentalement parlant, seulement un beau jour, eh bien tout va basculer. Alors qu'une nouvelle chasse se profile, eh bien la jeune femme, elle va faire la rencontre d'Athéna, qui va se pointer à sa porte, blessée, complètement détruite, mais surtout elle va découvrir que son ami d'enfance qu'elle pensait mort, eh bien est lui-même devenu quelqu'un d'autre. Suite à ça, elle va décider de pactiser avec Athéna pour se venger du dieu qui a massacré sa famille, mais autour de ça il y a énormément de complots, de vengeance, de plein de choses. Là je vous donne un résumé assez précis, mais en vérité il se passe tellement d'autres choses autour que c'est palpitant, vraiment palpitant. Ce que j'ai adoré, c'est le côté contemporain, on se balade dans la ville de New York, il y a toutes les choses que l'on connaît aujourd'hui. C'est un peu comme Harry Potter, le monde des sorciers il existe, en parallèle d'une autre, les sorciers sont parmi nous mais on le voit pas, et bien là c'est exactement la même chose, mais version mythologie, version Percy Jackson si vous voulez. Alors là, ce livre, il m'a carrément empêché de dormir parce que j'ai fait des rêves sanglants, il n'est pas conseillé pour tous. Il est classé plus de 16 il me semble, j'ai vu marquer ça où là. Il faut avoir plus de 16 ans pour le lire. Bon bien sûr vous pouvez le lire avant si vous le souhaitez, mais il faut savoir dans quoi vous allez vous plonger. Ce n'est pas juste Percy Jackson, c'est Percy Jackson avec beaucoup de couteaux, beaucoup de sang, beaucoup de combats, des attentats, ce genre de choses un petit peu complexes à lire, un petit peu difficiles à avaler clairement, et surtout à digérer. J'en ai fait des cauchemars perso, mais c'était des cauchemars qui me plongeaient encore plus dans l'univers, et vu que j'adorais l'univers, bah disons que c'était un bon point. Bref, une très très belle découverte, un coup de cœur, et surtout c'est un livre qui est en un seul tome. C'est un tome unique, il n'y aura pas de suite, en tout cas pas à ma connaissance, et pour le coup ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai l'impression que tous les univers super riches comme ça ils sont développés sur plein de tomes. Alors je le comprends, mais pour ma part j'ai beaucoup de mal à attendre le tome suivant et à me remémorer l'histoire lorsque je me plonge dans la suite, et là je n'ai pas besoin de me remémorer l'histoire pour me plonger dans la suite vu qu'il n'y a pas de suite. Maintenant c'est d'un album dont je vais vous parler parce que je n'ai pas découvert que des romans, je n'ai pas eu que des coups de cœur pour des mangas et des romans, même si c'est ce que je lis principalement. J'ai eu un énorme coup de cœur pour un album, il s'agit de Je parle comme une rivière de Jordan Scott et Sydney Smith. C'est publié aux éditions Didier Jeunesse et c'est un album qui a été primé, et en le lisant j'ai vite compris pourquoi. Cet album il aborde le bégaiement, mais le bégaiement à travers de belles métaphores, notamment celle de la rivière. C'est un livre qui joue sur les sonorités, sur les images, les reflets et surtout les lumières pour aborder avec simplicité, mais surtout avec beaucoup de poésie, la relation qu'un père peut entretenir avec son fils, l'aide qu'un père peut offrir à son fils qui complexe sur quelque chose. C'est très beau, tant dans le texte que dans les illustrations, je suis littéralement tombée amoureuse de l'ensemble en fait. J'ai vraiment rien à reprocher à ce livre, c'est poétique, c'est touchant, les graphismes ont un parti pris très marquant, donc il y a le style de la couverture mais il y a aussi un style très aquarellé, très humide, dans lequel les illustrations se brouillent et se mélangent. Alors il faut aimer, mais moi je trouve que ça correspond parfaitement au récit, donc bien que l'illustration en elle-même je la trouve pas absolument incroyable, ça va tellement bien avec le texte, avec le propos que l'on ne peut que aimer. Et enfin le dernier livre, mon plus gros coup de cœur du mois, mais certainement mon plus gros coup de cœur de l'année aussi, donc ça me touche beaucoup d'en reparler une seconde fois sur la chaîne puisque j'ai déjà dédié
dédié une vidéo à celui-ci. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, publié aux éditions Lumen. Alors là, mais qu'est-ce que c'est incroyable. En fait, j'ai même pas envie de reposer des mots dessus tant j'ai peur de ne pas expliciter assez bien, assez fortement, enfin... ouais, assez bien pour que vous ayez envie de le lire, que vous ayez envie de vous plonger et apprécier ce livre comme moi je l'ai fait. Mais je vais quand même vous en parler parce que je peux pas finir cette vidéo en disant que j'ai adoré un livre sans en parler, ça serait ridicule. Dans ce pavé, c'est un très très beau roman, nous allons suivre une jeune femme, elle s'appelle Adi Larue et on la rencontre en 1714 lorsque celle-ci s'apprête à se marier. Dans un élan de désespoir parce qu'elle ne veut pas perdre sa liberté, et bien elle va prier les dieux mais elle va pas se rendre compte que la nuit tombe et elle va prier les dieux de la nuit et donc le diable involontairement et sceller un pacte avec celui-ci. Bon, je vous avoue là je minimise le truc, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais elle va se retrouver face à un être, face à un démon, face à un diable, je ne sais pas comment on peut le qualifier, mais face à quelque chose de très mal intentionné qui va sceller un pacte avec elle et ce pacte va la suivre toute sa vie. Ce pacte il est terrible et c'est que Adi, comme elle le souhaitait, elle est totalement libre de ses mouvements puisque personne ne se souvient d'elle. En plus de ça, elle est immortelle mais elle ne peut laisser aucune trace derrière elle, c'est-à-dire elle ne peut pas poser une signature, elle ne peut pas posséder des objets, elle ne peut pas se faire des amis puisqu'une fois que la personne a franchi la porte de la maison où elle se trouvait avec Adi, eh bien elle oublie complètement l'existence de cette jeune femme. C'est absolument terrible mais terriblement fascinant. Adi elle devient en quelque sorte un fantôme et elle vit de vol, elle vit à travers les époques, à travers les périodes historiques marquantes, ce qui est assez intéressant parce que l'autrice fait se dérouler l'histoire en France, en tout cas le début. Elle finit par atterrir à New York, là où une bonne partie de l'histoire va prendre pied, puisque Adi, en rentrant dans une librairie, eh bien, va faire rencontre d'un homme qui va se souvenir d'elle. Et c'est la première fois depuis plus de 300 ans que quelqu'un se souvient d'elle. Alors je vous en ai fait un résumé très simple, mais il y a d'autres choses à ajouter. Par exemple, le démon est fasciné par Adi Larue et ne l'aide pas du tout dans sa quête, il la hante en quelque sorte et la décourage de laisser sa trace, sa marque derrière elle, parce que Adi, sa quête, sa principale volonté, eh bien c'est de laisser une trace derrière elle et elle tente tout pour y parvenir. L'histoire peut sembler longue, mais il y a énormément de réflexions à avoir autour du roman. Ça pose des questions notamment sur la mémoire, notamment sur la pérennité d'une œuvre d'art, la pérennité du souvenir, mais aussi des idées. Je ne saurais pas vous expliquer à quel point c'est fort, mais pour moi c'est vraiment un livre qui dépasse la simple histoire, la simple passion de lire. Enfin, lorsqu'on est plongé dedans et lorsque l'on le termine, on prend conscience de beaucoup de choses. En tout cas pour ma part, ça m'a vraiment marqué. Et autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que ce livre, c'est en quelque sorte une mise en abîme de l'histoire même. Et pour ma part, j'ai trouvé ça incroyable. Si vous voulez un élément de comparaison, si vous avez aimé par exemple La voleuse de livres de Marcus Zusak, on est dans le même trait narratif assez spécifique. Dans La voleuse de livres, eh bien c'est la mort qui parle. Ici, ce n'est pas la mort, ce n'est pas tout ça. Mais il y a une question de mise en abîme du récit qui est très intéressante et qui pour ma part m'a fait succomber littéralement au livre parce que je l'ai adoré tout du long, mais lorsque j'ai découvert cette partie du roman, eh bien j'ai été fascinée, vraiment fascinée, je n'ai pas d'autres mots. Fascinée jusqu'au bout. Voilà pour cet interminable bilan lecture du mois de septembre, j'ai beaucoup lu. Il y a d'autres livres qui s'ajoutent à cette liste, peut-être vous les citer quand même, ça peut toujours être intéressant si jamais vous voulez savoir. Entre autres, je ne l'ai pas entre les mains, j'ai lu Après la chute de Marie Leigh-Marie, je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ce livre parce qu'il est très intéressant, notamment pour sa thématique puisqu'il aborde le sport de haut niveau et la santé mentale. Et suite à ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques avec Simone Biles, et ben je pense que ça pourrait vraiment être une lecture intéressante. C'est une parution des éditions Syros que j'ai vraiment adoré, ça frôle le coup de cœur. Si vous voulez lire mon avis, il est disponible sur le blog, mais je pense vous faire une vidéo dédiée pour vous parler de ce roman prochainement. Côté album, j'ai lu beaucoup de choses des éditions Sarbacane, donc j'ai lu Sylvain de Sylvanie Chevalier, un album qui aborde avec intelligence notre rapport à l'enfance, notre rapport à l'imaginaire. J'ai vraiment adoré, c'était très beau, très simple, et les graphismes m'ont beaucoup plu. J'ai lu Suzanne aux oiseaux de Marie Tiby, pareil une histoire forte dans ses messages, puisque l'on va suivre une mamie qui se rend tous les jours sur le même banc pour contempler le parc, mais aussi donner des graines aux oiseaux, et elle va faire la rencontre d'un homme qui va être là, sur le banc allongé, donc c'est une personne sans abri, sans domicile fixe, mais c'est quelqu'un qui vient de loin, et cette petite mamie eh bien, va se prendre d'affection pour ce monsieur, et tous les matins ils se donnent rendez-vous sur le banc, ils se retrouvent, alors ce n'est pas explicite, ils ne se donnent pas rendez-vous, ils se retrouvent simplement, et un jour vous en doutez il va y avoir un retournement de situation, la mamie va pas se pointer. C'est terrible, c'est dur, mais c'est tellement beau la suite de l'histoire, je vais pas vous spoiler, mais si vous avez l'occasion de feuilleter ce livre, feuilletez-le, il est magnifique. Je suis pas une grande fan des illustrations, mais elles correspondent au texte, donc absolument parfait. J'ai aussi lu Les Sages à Palan, là pour le coup c'est plutôt une déception, j'ai vraiment pas accroché plus que ça à l'histoire, même si
si l'ensemble était beau. J'ai lu Lettres de mon hélicoptère. Alors là c'est un album écrit par Clémentine Beauvais et illustré par Anne Rouquette et c'est génial. C'est génial parce que c'est plein d'humour, que ce soit dans le trait ou dans la narration, c'est quelque chose de pétillant que j'ai jamais croisé en album jeunesse auparavant, donc une très belle découverte. Pareil, si vous voulez tenter cette lecture, je vous le recommande très chaleureusement. Voilà tous les livres que j'ai lus en septembre, vous avez un aperçu général de toutes mes lectures. J'ai beaucoup lu mais j'ai surtout fait de très belles découvertes et je pense que c'est le principal. N'hésitez pas à rejoindre la section commentaires pour me dire quel livre vous tente, quel livre vous avez lu, me partager vos avis, mais aussi vous me partagez les livres que vous avez découverts en septembre. Bon, vous pouvez aussi passer sur ceux d'octobre parce que là je suis un peu en retard dans mes bilans lecture. Je vais essayer d'instaurer un rythme dans mes vidéos mais je mets toujours longtemps à mettre les choses en place. Sur ce, je vous remercie d'être resté m'écouter jusqu'au bout et n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, partager, activer la cloche, tout le blabla habituel pour me soutenir mais aussi pour ne pas louper mes prochains contenus. Sur ce, je vous remercie encore une fois et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!